Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans l'histoire bouleversante de Véronique Jeannot, une icône de la télévision française dont le nom continue de résonner dans le cœur de millions de spectateurs. Célèbre pour son rôle légendaire de Joël Mazar dans Pause Café, elle a incarné l'espoir et la compassion à l'écran, tout en affrontant dans l'ombre des tragédies qui auraient pu briser n'importe qui. Du cancer à la perte de son grand amour, en passant par des combats personnels et une résilience hors du commun, son parcours est une fresque humaine où se mêlent douleur, triomphe et une quête inlassable de sens. Préparez-vous à être ému par une femme qui a transformé ses blessures en une force inspirante. Abonnez-vous, activez la cloche, et embarquez avec nous dans ce récit extraordinaire qui montre que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver la lumière. Véronique Jeannot naît en mai 1957 à Annecy, en Haute-Savoie, dans une petite ville nichée au pied des Alpes, où le calme des montagnes contraste avec l'effervescence de ses rêves. Enfant, elle est une rêveuse, captivée par les histoires qu'elle lit et les spectacles qu'elle imagine. Elle passe des heures à jouer des scènes dans le salon familial, imitant des héroïnes de théâtre ou chantant pour ses proches avec une voix déjà empreinte d'émotion. Sa mère, Colette, une femme à l'intuition presque mystique, reconnaît son potentiel et l'encourage à explorer les arts de la scène. À l'adolescence, Véronique participe à des spectacles scolaires et locaux, où son charisme naturel et sa présence magnétique attirent déjà l'attention des spectateurs. En 1972, à seulement 15 ans, sa vie prend un tournant décisif. La réalisatrice Cécile Aubry, célèbre pour Belle et Sébastien, l'a choisie pour un rôle dans la série Le Jeune Fabre, aux côtés du jeune Mehdi El Glaoui. Son interprétation d'une adolescente sensible et pleine de vie touche le public français, faisant d'elle une figure montante de la télévision. Ce premier succès est un tremplin, mais Véronique ne s'arrête pas là. Peu après, elle monte sur les planches pour jouer dans l'École des femmes de Molière, une pièce exigeante qui révèle sa capacité à captiver un public en direct. Sa présence scénique, mêlant grâce et intensité, impressionne critiques et spectateurs. Dans les années qui suivent, elle enchaîne les rôles dans des téléfilms marquants comme Paul et Virginie, une adaptation romantique d'un classique littéraire, Aurore et Victorien, où elle incarne une héroïne passionnée, et qui j'ose aimer, une production qui met en lumière sa capacité à transmettre des émotions complexes avec une authenticité rare. À la fin des années 1970, Véronique Jeannot est devenue un visage familier, une actrice dont le nom évoque une carrière prometteuse. En 1979, elle fait un bond dans le monde du cinéma avec un rôle dans Le Toubib, réalisé par Pierre Granier-Defer. Partager l'affiche avec Alain Delon, monstre sacré du cinéma français, est une consécration pour cette jeune femme de 22 ans. Ce film, un drame poignant sur fond de guerre, montre qu'elle peut rivaliser avec les plus grandes stars. À cet instant, tout semble possible. Le cinéma, le théâtre, la télévision, le monde s'ouvre à elle. Mais derrière ce succès éclatant, une ombre menaçante plane, prête à bouleverser son destin. En 1979, alors que sa carrière atteint des sommets, Véronique reçoit une nouvelle qui la foudroie. Elle est atteinte d'un cancer de l'utérus. À seulement 22 ans, elle se retrouve face à une réalité terrifiante, confrontée à sa propre mortalité. Le diagnostic est un choc, non seulement pour elle, mais aussi pour sa famille, en particulier sa mère, Colette, qui devient son roc dans cette épreuve. Véronique entame une chimiothérapie éprouvante, un traitement qui la sauve mais laisse des marques indélébiles. Les séances, interminables et épuisantes, drainent son énergie physique et mentale. Dans une interview des années plus tard, elle confie avec une honnêteté déchirante: « Les cycles de chimiothérapie m'ont brisé. J'avais l'impression de perdre non seulement mon corps, mais aussi mon âme. À un moment, j'ai pensé que je ne pourrais pas continuer. Une séance de plus, et je me serais jeté sous un train. » Le traitement a une conséquence dévastatrice, la stérilité. Pour Véronique, qui rêvait depuis l'adolescence de devenir mère, cette nouvelle est un coup presque aussi dur que la maladie elle-même. Elle imagine les rires d'enfants, une maison pleine de vie, un avenir où elle pourrait transmettre l'amour qu'elle a reçu de sa propre mère. Tout cela lui est arraché. Cette période la plonge dans une dépression profonde, où elle lutte pour trouver un sens à sa vie. Elle se confie à ses proches, partageant ses doutes et ses peurs, mais trouve dans l'art un refuge temporaire. Pourtant, même dans l'obscurité, Véronique trouve la force de continuer. En 1981, contre toute attente,
Elle fait un retour triomphal à la télévision avec le rôle de Joëlle Mazar dans Pause Café. Cette série, centrée sur une assistante sociale dévouée aux adolescents en difficulté, devient un phénomène culturel en France, attirant des millions de téléspectateurs. Joëlle, avec son empathie et sa bienveillance, devient un symbole d'espoir dans une société en pleine mutation, marquée par les bouleversements sociaux des années 80. Le succès est tel que la série donne naissance à deux suites, Joëlle Mazar en 1983 et Pause Café, Pause Tendresse en 1988, chacune consolidant la place de Véronique parmi les actrices les plus aimées de sa génération. Mais derrière ce triomphe, l'ironie est cruelle. À l'écran, Véronique incarne une figure maternelle pour des adolescents, les guidant à travers leurs épreuves, alors que dans sa vie privée, elle pleure en silence l'impossibilité d'avoir ses propres enfants. Ce contraste entre sa force publique et sa douleur privée forge son image d'actrice authentique, capable de transmettre des émotions brutes. Elle confiera plus tard que jouer Joëlle était à la fois une thérapie et une torture, un moyen de donner l'amour qu'elle ne pouvait offrir dans sa vie personnelle. Ce rôle marque un tournant, faisant d'elle une icône, mais aussi une femme qui apprend à transformer sa douleur en art. Alors que Pause Café fait d'elle une star, Véronique Jeannot surprend le public en se lançant dans une seconde carrière, la musique. Tout commence presque par hasard, lorsque les producteurs de la série lui demandent d'interpréter les génériques d'ouverture et de clôture. Sa voix, douce mais puissante, touche immédiatement le cœur des auditeurs, capturant l'essence émotionnelle de la série. En 1982, elle enregistre J'ai fait l'amour avec la mer, une chanson composée avec Pierre Bachelet, dont les paroles poétiques reflètent son amour de la nature et sa quête de paix intérieure après ses épreuves. Le titre rencontre un succès inattendu, se classant dans les hit-parades français et montrant qu'elle est bien plus qu'une actrice. En 1984, elle marque un grand coup avec Désir, un duo sensuel avec Laurent Voulzy qui devient le tube de l'été. Diffusé en boucle sur les radios, ce titre capture l'esprit insouciant des années 80 tout en révélant la capacité de Véronique à transmettre des émotions complexes à travers la musique. Elle enchaîne avec des singles comme Tous les enfants ont besoin de rêver et On entre dans la vie, qui séduisent par leur sincérité et leur message universel. En 1985, Si t'as pas compris et en 1986, Ma repentance continue de montrer son talent d'interprète et d'auteur, capable d'écrire des textes qui résonnent avec son vécu. En 1988, Aviateur, composé par Voulzy avec des paroles d'Alain Souchon, devient un succès certifié disque d'argent. Véronique apporte sa touche personnelle en écrivant les paroles de la phase B, Chagrin, une chanson introspective qui reflète ses luttes intérieures face à la maladie et à la perte. Elle participe également au projet caritatif Pour toi, Arménie en 1989, aux côtés de Charles Aznavour, prêtant sa voix à une cause humanitaire qui touche des millions de personnes et montre son engagement au-delà de l'art. Parallèlement, sa carrière d'actrice ne faiblit pas. Elle joue dans Tir groupé aux côtés de Gérard Lanvin, un polar tendu où elle incarne une femme prise dans une spirale de violence, démontrant sa capacité à naviguer dans des rôles dramatiques. Dans Un été d'enfer avec Thierry Lhermitte, elle explore un registre plus intense, tandis que La dernière image, sélectionnée au Festival de Cannes en 1986, consacre son statut d'actrice polyvalente, capable de briller dans des productions prestigieuses. Mais la musique, pour Véronique, n'est pas qu'une carrière. C'est une échappatoire, un moyen de traduire ses émotions les plus profondes, de donner une voix à ses blessures et à ses espoirs. Chaque note, chaque parole porte la trace de ses épreuves, de sa maladie et de ses rêves brisés. Pourtant, alors que sa carrière atteint de nouveaux sommets, une nouvelle tragédie s'apprête à frapper, menaçant de tout ébranler. En 1982, la vie de Véronique prend une tournure romantique lorsqu'elle rencontre Didier Pironi, un pilote de Formule 1 au sommet de sa gloire. Alors qu'il pilote pour Ferrari, Pironi est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs de sa génération, un homme charismatique dont l'énergie électrise ceux qui l'entourent. Leur rencontre a lieu lors d'une séance photo pour un magazine, un moment anodin qui se transforme en une histoire d'amour passionné. Pour Véronique, encore marquée par son combat contre le cancer, cet amour est une bouffée d'espoir, une promesse d'un avenir heureux. Les deux deviennent inséparables, partageant des moments de complicité, des dîners sous les étoiles, et des rêves d'une vie commune. Elle admire la détermination de Didier, son courage face aux défis, et trouve en lui un partenaire qui comprend ses propres batailles. Mais en août 1982, lors des essais du Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim,
le destin frappe brutalement. La voiture de Pironi s'écrase dans des conditions dramatiques, lui fracturant gravement les jambes dans un accident qui choque le monde du sport automobile. Cet accident met fin à sa carrière en Formule 1, brisant le rêve d'un homme pour qui la vitesse était une raison de vivre. Pour Véronique, c'est le début d'une période de sacrifice. Elle met sa propre carrière entre parenthèses pour se consacrer à lui, passant des mois dans les hôpitaux, assistant à ses séances de rééducation et l'aidant à retrouver confiance. Dans son autobiographie Trouver le chemin, elle décrit cette période avec une émotion brute. Ma vie s'était arrêtée. Il n'y avait plus de rôle, plus de scène, juste les hôpitaux et l'espoir de voir Didier remarcher. Il était tout pour moi, mon amour, mon avenir. Elle devient son pilier, l'accompagnant dans chaque étape de sa reconstruction, des premiers pas douloureux au moment de désespoir. Contre toute attente, Pironi, porté par son esprit indomptable, se bat pour revenir à la compétition. En 1987, il se lance dans les courses de bateaux offshore, une discipline aussi dangereuse qu'exaltante, où l'adrénaline remplace les circuits. Véronique, bien que terrifiée par les risques, soutient son choix, admirant sa détermination à ne pas se laisser définir par son accident. Mais en août 1987, au large de l'île de Wight, le destin frappe à nouveau. Lors d'une course, le bateau de Pironi se retourne et s'écrase dans un accident fatal, lui coûtant la vie à seulement 35 ans. La nouvelle anéantit Véronique. Dans une interview, elle confiera « À la mort de Didier, une partie de moi est morte avec lui. J'avais 30 ans, et j'avais déjà perdu tellement. Ma santé, mon rêve de maternité, et maintenant l'homme que j'aimais. » Cette perte, ajoutée au cancer et à la stérilité, marque un point de rupture. Peu après, une rechute de son cancer la frappe, comme si le destin s'acharnait. Refusant une nouvelle chimiothérapie, elle se tourne vers des traitements alternatifs, homéopathie, acupuncture, et une approche basée sur les acides aminés. Après 2 mois, elle ressent une amélioration, une victoire intime qui lui donne la force de continuer. Cette période, bien que douloureuse, devient un tournant. Véronique transforme son chagrin en une énergie créative, reprenant sa carrière avec une détermination renouvelée. Après la perte de Didier, Véronique refuse de s'effondrer. En 1988, elle revient à la télévision avec Pause Café, Pause Tendresse, le 3e volet de la série culte, qui bat à nouveau des records d'audience. À l'écran, elle incarne une femme forte, aidant les autres à surmonter leurs épreuves, mais en coulisses, elle lutte pour cacher ses propres larmes, pleurant en silence la perte de l'homme qu'elle aimait. Sa carrière musicale, bien que mise en retrait après un conflit avec son producteur Claude Carrère en 1990, reste une part essentielle de son identité. Elle sort Love Maître encore, un titre rythmé qui montre son évolution artistique, mais elle choisit finalement de se concentrer sur le jeu. C'est dans le bouddhisme qu'elle trouve un refuge spirituel. Convertie dans les années 1990, elle découvre dans cette philosophie une manière d'apprivoiser la douleur et de donner un sens à ses épreuves. Le bouddhisme devient une boussole, guidant ses choix et ses engagements. En 2005, elle fonde Graines d'avenir, une association dédiée aux enfants tibétains exilés, privés d'éducation et vivant dans des conditions difficiles. Elle voyage en Inde et au Népal, rencontrant des communautés tibétaines, écoutant leurs histoires de résilience et de lutte, et finançant des écoles et des orphelinats pour leur offrir un avenir. Son engagement est loin d'être symbolique. C'est une mission personnelle, ancrée dans sa propre douleur de ne pas avoir pu être mère biologique. En 2008, lors des Jeux olympiques de Pékin, elle fait un geste audacieux qui marque les esprits. Elle saute en parachute au-dessus du Mont Saint-Michel, brandissant le drapeau tibétain pour protester contre les violations des droits humains en Chine. Cet acte, à la fois spectaculaire et risqué, montre sa détermination à défendre ses convictions, même au péril de sa sécurité. En 2011, elle publie Tibet, l'espoir dans l'exil, une bande dessinée qui raconte les luttes des Tibétains avec une sensibilité qui touche des milliers de lecteurs. Les bénéfices de l'œuvre sont intégralement reversés à son association, renforçant son impact. Son engagement prend une dimension encore plus personnelle en 2014, lorsqu'elle adopte Migmar, une jeune Tibétaine rencontrée via Graines d'avenir. À 57 ans, Véronique devient mère, réalisant un rêve qu'elle croyait impossible après son diagnostic de stérilité. Elle décrira cette expérience comme un tsunami d'amour, une joie mêlée de défis, car Migmar, adolescente, apporte avec elle son propre bagage émotionnel,
ses colères et ses espoirs. En 2024, Véronique adopte officiellement Nima, le cousin de Migmar, un jeune homme qui faisait déjà partie de leur famille depuis des années. Dans une interview, elle explique « L'adoption n'a fait que reconnaître une réalité déjà présente dans nos vies. Nima et Migmar sont mes enfants, pas seulement sur le papier, mais dans mon cœur. Ces adoptions sont une victoire sur le destin, une réponse à des années de douleur et de perte, et un témoignage de sa capacité à construire une famille malgré les obstacles. » En octobre 2016, une nouvelle tragédie frappe Véronique. Sa mère, Colette, décède dans un accident de voiture à Saint-Cergue. La collision avec un scooter provoque une crise cardiaque massive, et Colette s'éteint peu après, laissant un vide immense. Pour Véronique, cette perte est un coup dévastateur, rouvrant les blessures laissées par la mort de Didier Pironi 30 ans plus tôt. Colette n'était pas seulement une mère, elle était une guide spirituelle, une médium et graphologue dotée d'une intuition presque surnaturelle. Véronique racontait souvent comment sa mère pouvait voir les morts ou identifier l'origine d'un problème avec une clarté déconcertante. Cette dimension mystique avait profondément influencé Véronique, l'amenant à explorer le bouddhisme et à croire en une vie au-delà de la matière. Le jour de l'accident, Colette, comme si elle pressentait son départ, laisse un mot à sa fille « Mon cœur bat plus lentement. Je ne veux pas partir sans te dire que je t'aime. » Ce message, découvert après sa mort, est à la fois un cadeau et une douleur insupportable pour Véronique. Dans une interview à Télé Loisirs en novembre 2016, elle partage son chagrin. « La mort de ma mère a été d'une violence absolue. Au début, je n'y croyais pas. J'étais engourdi par le choc, incapable de réaliser qu'elle était partie. Mais sa foi l'aide à avancer. » Elle déclare « La fin de la matière n'est pas la fin de l'âme. Ma mère est encore là, dans chaque moment de silence, dans chaque souvenir. Elle trouve du réconfort dans les signes qu'elle perçoit, comme une brise soudaine ou un rêve où sa mère semble lui parler. » Ces croyances, héritées de l'intuition de Colette, deviennent un pilier pour surmonter ce deuil. Malgré la douleur, elle continue d'avancer, portée par l'amour de ses enfants adoptifs, Migmar et Nima, et son engagement pour les causes qui lui tiennent à cœur. Cette perte, bien que dévastatrice, renforce sa détermination à vivre pleinement et à honorer la mémoire de sa mère à travers ses actions. À l'approche de ses 68 ans, Véronique Jeannot reste une figure vibrante, une artiste qui refuse de se laisser définir par ses tragédies. Sa carrière, qui s'étend sur plus de 5 décennies, continue de briller avec une intensité rare. En 2022, elle sort un nouvel album, son premier en 10 ans, composé de 9 titres intimistes qui racontent son parcours avec une sincérité désarmante. Loin des productions commerciales des années 80, cet album est une œuvre personnelle, un dialogue avec son public fidèle, distribué exclusivement via son site officiel pour préserver son authenticité. En 2024, elle revient sur les planches avec un atelier pour 2 au théâtre de Passy, sous la direction de Jean-Luc Moreau. Sa performance, empreinte de l'intensité qui l'a rendue célèbre dans Pause Café, montre qu'elle n'a rien perdu de son charisme, même après des décennies de carrière. Dans les années 1990 et 2000, elle alterne entre télévision et théâtre, jouant dans Madame le Consul de 1995 à 2001, Dr Claire Bellac de 2001 à 2003, et C'est l'homme de ma vie, une prestation qui lui vaut le 7 d'or de la meilleure actrice en 1999. Au théâtre, elle brille dans Plein feu avec Lynn Renaud en 1991 et Avis de tempête en 2004. En 2011, elle surprend en participant à la saison 2 de Danse avec les stars sur TF1, aux côtés du danseur Grégoire Lyonnais. Bien qu'elle termine 6e, sa participation montre sa volonté de relever de nouveaux défis, même à plus de 50 ans, et son énergie contagieuse séduit un nouveau public. Sa passion pour les chevaux devient une source de liberté et de connexion profonde. Enfant, elle aimait monter, mais une chute l'avait éloignée de l'équitation. Dans les années 2000, le dresseur Mario Lurachi, connu pour son travail au cinéma, la réconcilie avec cet article. Elle trouve dans les chevaux des compagnons uniques, capables de refléter ses émotions et de lui offrir des moments de paix. Son cheval Alboroto, qu'elle surnomme son « amour », devient un partenaire privilégié. Elle décrit leur chevauchée comme des « conversations silencieuses », des instants de pure liberté où elle se sent vivante, loin des projecteurs et des souvenirs douloureux. En 2019, elle présente Alboroto dans l'émission 30 millions d'amis, partageant leur lien unique avec le public et montrant comment les animaux ont été une source de guérison dans sa vie.
Mais en août 2021, Alboroto meurt de vieillesse, laissant Véronique dévastée. Sur Instagram, elle poste une vidéo d'eux galopant dans une forêt, écrivant « Mon merveilleux compagnon est parti, me laissant les plus beaux souvenirs à jamais dans mon cœur. » Cette perte, bien que moins brutale que celle de ses proches, est un rappel de la fragilité des liens qu'elle chérit. En 2014, elle devient ambassadrice des Jeux équestres mondiaux en Normandie, soutenant le paradressage, une discipline qui incarne la résilience et l'inclusion, des valeurs qui résonnent avec son propre parcours. Sa foi bouddhiste reste un pilier central. En 2007, elle devient marraine de l'opération Volvic-UNICEF au Niger, contribuant à construire des fontaines et à promouvoir l'éducation des filles, une cause qui lui tient particulièrement à cœur. En 2023, elle publie Le présent est mon refuge, un livre où elle raconte son parcours. Le cancer à 22 ans, la stérilité, la mort de Didier Pironi, l'accident de sa mère, et la joie retrouvée grâce à ses enfants adoptifs. Ce livre, à la fois journal intime et message d'espoir, est une manière pour elle de faire la paix avec son passé, de poser sa douleur sur le papier pour qu'elle ne la consume plus. L'adoption de Nima en 2024, après celle de Migmar, redéfinit son sens de la famille. Devenir maman à 57 ans, puis à 67 ans, c'est un miracle, dira-t-elle dans une interview émouvante. Pour Véronique, ses enfants sont la preuve que l'amour peut triompher des épreuves. Elle confie « Le cancer m'a volé la maternité biologique, mais Migmar et Nima m'ont offert un amour plus grand que tout ce que j'avais imaginé. » Véronique Jeannot n'est pas seulement la star de Pause Café, une chanteuse aux mélodies inoubliables, ou une actrice de théâtre. C'est une femme qui a transformé un destin marqué par le cancer, la stérilité, la perte de son grand amour, de sa mère, et de son cheval adoré, en une vie d'amour, de création et d'engagement. À 68 ans, elle porte les cicatrices de ses épreuves et la lumière de ses enfants adoptifs, Migmar et Nima. Son histoire est un miroir de la fragilité et de la résilience humaine, un témoignage de la capacité à trouver du sens dans la douleur. Vous touche-t-elle par sa tristesse, ou vous inspire-t-elle par son courage? Partagez vos réflexions en commentaire, likez cette vidéo, et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires aussi puissantes. Merci d'avoir suivi ce voyage émouvant dans la vie de Véronique Jeannot. Si ce récit vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, et de partager la vidéo avec vos proches. À très bientôt pour une nouvelle histoire qui célèbre la force de l'esprit humain.